Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Mon invité aujourd'hui est Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, aujourd'hui sénatrice du Val-de-Marne, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat et présidente de l'Assemblée des femmes. Depuis plus de 20 ans, elle est au cœur des combats législatifs pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences, les droits reproductifs et la protection de l'enfance. Avec elle, nous parlerons bien sûr d'égalité et de droits des femmes, mais avant d'ouvrir cette conversation, parlons d'engagement. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et j'avais envie de vous proposer de nous engager pour refuser la banalisation de cette date. Car cette journée internationale des droits des femmes n'est pas qu'une date commémorative, elle est l'héritage de luttes, de conflits sociaux et politiques. En 1910, à Copenhague, une femme socialiste, Clara Zetkin, propose la création d'une journée internationale pour revendiquer le droit des femmes, l'accès aux droits civiques et à l'égalité politique. En 1911, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Danemark, plus d'1 million de femmes et d'hommes descendent dans la rue pour réclamer le suffrage féminin, le droit au travail et la fin des discriminations. En 1917, en Russie, des ouvrières du textile se mettent en grève. Leur mobilisation déclenche un mouvement qui contribuera à la chute du régime tsariste. Enfin, en 1975, l'Organisation des Nations Unies reconnaît officiellement la Journée internationale des femmes et l'inscrit dans l'agenda diplomatique. Alors oui, le 8 mars est né d'un rapport de force, pas d'un consensus. Il est né d'une contestation de l'ordre établi. Un siècle plus tard, ce rapport de force s'est institutionnalisé. La France a inscrit l'IVG dans la Constitution, la parité structure nos institutions, les violences conjugales, sexistes, sexuelles sont mieux identifiées, mieux nommées, les progrès juridiques sont réels. Mais une société ne se transforme pas uniquement par la loi, elle se transforme aussi par les représentations, les rapports sociaux, par le sentiment de justice. Or, le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité éclaire une brutale réalité. 8 jeunes femmes sur 10, âgées de 15 à 24 ans, estiment que leur sexe constitue un handicap social. 80% de la jeune population féminine en France vit avec l'idée que son genre limite ses possibilités. Et si 57% des jeunes hommes du même âge reconnaissent la difficulté d'être une femme, 31% d'entre eux estiment qu'être un homme constitue désormais un désavantage. Alors ces chiffres ne se neutralisent pas. Ils révèlent une tension profonde, des avancées juridiques qui cohabitent avec des ressentiments, des incompréhensions et des récits de déclassement. Une partie de ces jeunes femmes qui perçoit toujours un plafond de verre, des risques, une vulnérabilité structurelle. Et une partie des jeunes hommes qui expriment un trouble face à la redéfinition des rôles, à la transformation des normes, à la remise en cause de modèles anciens de virilité et d'autorité. Ce que nous voyons émerger, et c'est une inquiétude, n'est pas qu'une simple divergence d'analyse ou un simple désaccord. C'est une vision conflictuelle de l'égalité. Et lorsque l'égalité devient un terrain de confrontation identitaire, elle cesse d'être un projet collectif. Alors si nous célébrons les droits sans nommer les fractures, si nous commémorons sans organiser le débat, peut-être que le 8 mars peut se déconnecter du réel, peut devenir un rituel, pas une transformation. S'engager pour refuser la banalisation de cette journée, c'est peut-être d'assumer ces tensions, de regarder en face la complexité d'une société où les avancées coexistent avec des fragilités nouvelles. Oui, les droits des femmes ont progressé. Oui, les violences restent massivement masculines. Mais oui aussi, une partie des jeunes hommes exprime un sentiment de déplacement qu'il serait imprudent d'ignorer. L'égalité ne se construit ni dans le déni, ni dans la compétition victimaire. Elle suppose un espace de dialogue exigeant. Elle est un gain collectif et c'est peut-être là la force du 8 mars. Sud Radio, la force de l'engagement. Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Laurence Rossignol, sénatrice du Val-de-Marne, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Bonjour Laurence, je suis très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors nous sommes aujourd'hui le 8 mars, cette journée internationale des droits des femmes. Elle existe depuis plus de 115 ans, elle est reconnue officiellement par les Nations Unies depuis 50 ans. Un siècle de mobilisation, un demi-siècle de reconnaissance institutionnelle. Mais moi j'ai envie de vous demander où en sommes-nous véritablement en France du droit des femmes ? Et en Europe aussi, d'ailleurs. Et dans le monde ? Et dans le monde. Et dans le monde. Bah, peut-être, on va commencer par le monde. Oui. Et puis par une triste nouvelle. Avant-hier, une militante des droits des femmes irakienne, Yanar Mohammad, a été assassinée par 2 hommes en moto
On ne sait pas qui sont ces deux hommes, mais ce qu'on sait, c'est qui il visait. Et ce qu'il visait, c'est une femme qui défend les droits des femmes en Irak et en Syrie. Donc nous vivons un temps dans lequel les femmes qui s'engagent pour les droits des femmes sont toujours la cible et peuvent toujours être tuées pour cet engagement. Parler du monde, c'est d'abord, je crois, parler d'Afghanistan. Les Afghanes sont notre souffrance quotidienne. Chaque jour, c'est pire. À chaque fois, on s'imagine, quand on lit les informations qui viennent d'Afghanistan, on s'imagine qu'ils ont atteint le seuil maximum de l'apartheid de genre, voire même d'un génocide. C'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle c'est une guerre ouverte contre les femmes afghanes. Et puis, chaque jour, on découvre qu'ils peuvent aller encore plus loin dans l'ignominie. Alors, donc, dans le monde, il y a encore des situations, j'évoque ces deux-là parce que c'est celles que nous connaissons, celles que nous observons. On pourrait parler aussi des Iraniennes, mais en ce moment, c'est une situation un peu particulière. Puis, il y a des femmes dont on ne sait rien. Par exemple, je ne sais pas quelle est la situation des femmes en Corée du Nord. On ne sait rien d'elles. Oui, c'est l'omerta. C'est l'omerta. Et donc, quand on ne sait rien sur un pays, quand c'est quand c'est le blackout total sur la réalité de la vie des gens, je me demande toujours, mais comment c'est pour les femmes dans ces pays-là? Donc, ça, c'est pour le monde. Ce n'est pas que ça. En Europe et en France, les choses... Alors, évidemment, c'est toujours quand on se compare, on se rassure. Et effectivement, l'Europe, parce qu'il y a une tradition démocratique et puis social-démocrate, de gouvernement progressiste, la condition des femmes est bien installée déjà sur le plan juridique dans la majorité des pays d'Europe. Et en France, nous avons continuellement des nouvelles avancées, à la fois législatives, surtout législatives, peut-être plus législatives que concrètes, réelles. Mais bravo pour cela d'ailleurs. Voilà, bravo, c'est vrai, parce que c'est une mobilisation constante. Ceci dit, nous vivons dans une situation étrange qui est celle des vents enfin, il y a des vents portants et des vents contraires. Voilà, donc les vents portants nous poussent, en particulier, disons, depuis MeToo, incontestablement. Il y a une nouvelle vague qui nous pousse, qui a ouvert les yeux de tout le monde. Et puis, il y a les vents contraires, et on en parlera probablement tout au long de cette émission, qui sont la montée des mouvements masculinistes, la montée de la détestation des féministes, et puis la montée aussi d'une critique de faire porter sur les femmes tous les malheurs de nos sociétés aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que la montée de ces ressentis et puis de ces actions, ça s'assimile à des mouvements politiques aujourd'hui. On a même envie de se demander si finalement les droits des femmes ne sont pas un terrain de confrontation politique internationale. Alors, il est clair que bien sûr, souvent, les gens qui se sentent à droite ou qui n'aiment pas qu'on dise ça. Mais il est clair que la question des droits des femmes est une question depuis toujours politique. Vous l'avez rappelé très bien dans votre éditorial. Les premières militantes féministes sont des militantes socialistes. C'est-à-dire c'est parce qu'elles sont engagées dans le combat pour l'égalité, dans le combat pour la justice sociale, qu'elles vont aussi porter la place des femmes dans ce combat pour la justice sociale, que le mouvement socialiste ne portait pas spontanément de lui-même. Mais à cette époque, mais ce sont des femmes de ce courant socialiste qui vont mettre en avant l'analyse de la condition sociale des femmes. Donc, moi, je considère que tous les progrès en matière de droits des femmes, d'égalité femmes-hommes, ont été portés par le camp social-démocrate, le camp réformiste, le camp de la transformation, le camp du progrès, peu importe comment on l'appelle, et ils se sont toujours heurtés, ils ont trouvé en face d'eux le camp réactionnaire et conservateur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une même situation, avec une différence qui est de taille, c'est que le camp autoritaire, le camp réactionnaire, est aujourd'hui très offensif politiquement, particulièrement dans les démocraties d'ailleurs, et que la question de la remise en cause des droits des femmes fait partie des identifiants politiques aujourd'hui des conservateurs ou des ultra-réactionnaires, selon comment on les appelle. Donc bien sûr, c'est un combat politique. Pour moi, je suis une femme de gauche, donc en fait, je vais pas dire que c'est facile, mais du moins, j'ai pas de mal à savoir où je me pose dans ce débat-là. Mais j'interpelle quand même les femmes qui croient sincèrement qu'on peut être féministe et de droite
pour leur dire attention, demain vous vous préparez des contradictions importantes et il va falloir que tout le monde fasse des pas. Et vous aurez à en faire parce que votre camp traîne toujours des pieds pour être dans le nôtre. D'ailleurs, ça rejoint une phrase que vous avez prononcée il y a peu et que je trouve absolument évidente et formidable, c'est qu'il ne suffit pas d'être une femme politique, il faut être une femme politique féministe. Et d'ailleurs, je vais rejoindre une analyse qui vient des chiffres qui viennent de sortir récemment sur la confiance des Français. 76% des Français estiment que la démocratie ne fonctionne plus correctement et 78% disent ne plus faire confiance aux responsables politiques. En même temps, on constate que les femmes sont sous-représentées dans les postes de pouvoir réels, c'est-à-dire dans les présidences d'exécutifs, dans les arbitrages budgétaires, dans les fonctions stratégiques. Alors, est-ce que cette visibilisation persistante affaiblit la démocratie? Est-ce que si on avait plus de femmes au pouvoir, est-ce que ça changerait la donne? Il y a 20 ans, 25 ans, vous aurez probablement répondu oui. C'est du moins dans cet esprit qu'ont été votées les lois sur la parité. Dans l'idée que garantir une représentation politique qui soit équitable entre les femmes et les hommes, plus à l'image de ce qu'est la société réelle, allait mécaniquement raccommoder et renforcer le lien entre les citoyens et leurs représentants. Alors, aujourd'hui, je n'en suis plus si sûre. Du moins, je ne suis pas du tout sûre de l'aspect mécanique de cette histoire-là. Alors, on peut toujours se dire que, comme on n'a pas atteint réellement la parité, en fait, on ne peut pas juger de la pertinence de cette ambition. Mais on peut aussi se dire que dans les raisons qui font qu'il y a un désamour démocratique, un grand doute de la part des citoyens sur l'efficacité de la démocratie. C'est ça qui est en cause. Est-ce que la démocratie est efficace pour répondre aux problèmes quotidiens des gens? Il n'y a pas que la question de la sous-représentation des femmes. Alors, la représentation égalitaire des femmes, elle est indispensable, bien entendu, ne serait-ce que pour une raison de justice, tout simplement. Mais est-ce qu'il faut attendre de cette représentation une capacité de réparation des déficits démocratiques? J'en suis pas si sûre. Et je ne veux pas me citer, c'est quand même le truc le plus arrogant que je connaisse, de se citer soi-même. Mais effectivement, vous l'avez évoqué, je pense que la deuxième étape de la parité, c'est pas simplement d'avoir des femmes partout, c'est qu'encore faut-il que les femmes qui sont là soient des femmes féministes, c'est-à-dire qu'elles aient d'abord conscience qu'elles ont été élues et qu'elles sont là grâce à la parité et au combat qu'ont mené les féministes avant elles, et que sans les féministes, elles seraient pour beaucoup d'entre elles pas là. Mais une fois qu'elles sont là, il faut qu'elles se disent aussi qu'elles ont quelque chose à porter. Et ce qu'elles ont apporté, c'est pas le féminin, c'est pas les qualités intrinsèques du genre féminin. Ce qu'elles ont apporté, c'est le combat politique pour l'égalité sociale entre les femmes et les hommes. Et c'est là où effectivement, on est même pas à la moitié du chemin de ce point de vue-là. Alors, féminisme universaliste, féminisme essentialiste, féminisme radical, néo-féminisme, féminisme intersectionnel, écoféminisme. Le mot féminisme est devenu pour certains et certaines un mot clivant. Certaines femmes s'en réclament, d'autres s'en détachent. Est-ce le signe d'un débat intellectuel vivant, d'une fracture idéologique qui fragilise le combat pour les droits des femmes? On en parle dans un instant, juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans la force de l'engagement. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et nous recevons Laurence Rossignol, sénatrice du Val-de-Marne, ancienne ministre des droits des femmes. Et juste avant la pause, Laurence, je vous interrogeais sur cette fragmentation du féminisme, si on peut employer ce terme-là. Est-ce que cette multiplication des courants du féminisme traduit une richesse du débat démocratique ou bien une confusion qui affaiblit le message central d'égalité? En clair, avons-nous collectivement une responsabilité dans la manière dont le féminisme est aujourd'hui perçu, parfois caricaturé, parfois rejeté, y compris par des femmes qui bénéficient pourtant des droits acquis par ce mouvement? Alors, d'abord, le mouvement féministe, l'histoire de la pensée féministe, elle est
depuis toujours l'histoire de pensées parallèles, parfois conflictuelles, et d'un débat assez riche, pour ne pas dire vif, entre les différentes familles féministes. Donc il y a quelque chose qu'il faut prendre avec une certaine sérénité à ce qui est des débats. Par ailleurs, il est vrai qu'il y a aujourd'hui dans le débat féministe quelque chose qui est de la continuité et de la pénétration de la violence du débat politique dans le mouvement féministe. Ça, c'est clair. Et on observe, particulièrement au moment du 8 mars, par exemple, que la grande manifestation qui devrait rassembler l'ensemble des organisations féministes devrait le faire avec les différences entre les unes et les autres, mais en même temps dans la sérénité, la joie et le respect de ces différences. Or, c'est pas toujours le cas. Donc, on a vu monter de la violence dans l'organisation des manifestations du 8 mars. Après, ces différents courants du mouvement féministe sont liés aussi au fait que on demande souvent au mouvement féministe, et des féministes demandent à d'autres féministes de prendre en charge des combats qui ne sont pas forcément les leurs. Et il y a un débat qu'il faudrait qu'on ait sur qu'est-ce que le féminisme intersectionnel. Le féminisme intersectionnel, j'ai envie de dire, c'est le féminisme historique. C'est celui qui est capable de constater que la condition des femmes, elle est le produit de multiples dominations. Domination sociale d'abord, l'exploitation sociale des femmes, domination patriarcale, domination raciste également, et que tout cela fait qu'une femme, elle a de multiples identités, et que ces diverses identités peuvent arriver à un cumul de discrimination plus lourd sur elle que sur un homme qui en cumulerait qu'une seule partie. Et donc c'est normal, le féminisme est par définition antiraciste, internationaliste, historiquement. Pour autant, on voit que se prétendent féministes des courants qui soumettent la question féministe à la question raciste, par exemple. On voit arriver, chose totalement étrange, des courants d'extrême droite qui se prétendent féministes. Je le dis très clairement ici, le courant Némésis n'est pas un courant féministe. C'est un courant issu de l'extrême droite qui a décidé, voyant qu'il y avait un peu d'espace probablement dans le mouvement féministe, d'aller pénétrer dans le mouvement féministe pour y développer une seule idée, c'est que les violences sexuelles ne seraient que le fait d'hommes issus de l'immigration. C'est faux. C'est factuellement faux. Donc, on voit des choses comme ça. On voit des problèmes aussi avec les courants qui sont dits, les courants qui défendent les personnes trans, l'identité de genre, les personnes trans. Les féministes, il y a des féministes qui disent, est-ce que nous, on est obligés de prendre en charge tout le monde ? En fait, c'est ça le problème du féminisme. C'est qu'on a tendance à demander aux féministes de prendre toutes les discriminations en charge sur leurs propres épaules. Et parfois, ça aboutit à être au détriment de la condition spécifique et des discriminations et de la défense spécifique des femmes. Il y a des sujets qui sont connus aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on doit, pour respecter les personnes trans, par exemple, est-ce qu'on doit cesser de dire des femmes, mais dire des personnes avec utérus ? Bon, ces débats-là sont presque déjà derrière nous. Il y a des femmes et il y a des personnes trans qui ont un utérus et qui doivent être respectées et qui doivent avoir des droits également. Mais on ne peut pas demander aux femmes de s'effacer et d'effacer leur mot, le mot femme, au motif qu'il serait exclusif pour d'autres. Donc c'est ça ce qui est aujourd'hui la grande difficulté du mouvement féministe, c'est la charge qu'on met sur les épaules des féministes. Mais comment fait-on pour réconcilier cette population ? Parce que moi je vois de plus en plus de femmes qui me disent mais moi je suis pas féministe, de jeunes filles qui me disent je suis pas féministe, donc chaque fois je dis mais attends, c'est quoi pour toi le féminisme ? Comment est-ce qu'on reconstruit un socle commun où finalement on pourrait faire revenir vers le féminisme des personnes, des femmes qui s'en éloignent ? Alors, les derniers sondages disent que 77% des adolescentes se définissent comme féministes. Oui, mon sujet est plutôt que de s'intéresser à la minorité qui ne se dit pas féministe, c'est plutôt de demander à ces 3/4 de jeunes femmes qui se disent féministes qu'est-ce qu'elles
signifient par leur féminisme. Mais c'est très important qu'elles se disent féministes. Alors, on a vu effectivement, moi j'ai vu arriver maintenant, il y a eu un moment, tout le monde était féministe. Après MeToo, tout le monde était féministe. Et on pouvait entendre une femme dire, moi je suis féministe, mais sur l'avortement, j'ai quand même des doutes. Ok, bon, donc c'est que t'es pas féministe si t'as des doutes sur l'avortement. Voilà. Donc c'était très mainstream, très tendance de dire qu'on était féministe. Mais je crois que les jeunes filles sont très féministes. Ce qui d'ailleurs va poser, on en reviendra sur les masculinistes, quelques problèmes avec les garçons, parce que à ces 77% de jeunes filles qui se disent féministes, j'oppose simplement 45% des garçons qui se disent féministes. S'ils veulent vivre ensemble, il va falloir que les garçons fassent un effort pour essayer de comprendre pourquoi les filles sont féministes. Non, je pense qu'il faut... On a un sujet aujourd'hui dans la question féministe, c'est que depuis MeToo, nous avons un féminisme qui est un féminisme du corps. Et c'est normal, parce que sur quoi on a buté, sur l'égalité salariale, sur tout un tas de sujets égalitaires, en fait, on avait un angle mort qui était celui des violences sexuelles. Et donc, aujourd'hui, les violences sexuelles sont mises au premier plan. Mais il ne faut pas oublier que le féminisme, c'est d'abord une question sociale également. Et la difficulté que nous avons, c'est de faire revenir la question sociale à égalité avec la question, par exemple, des violences. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent de nous, des féministes, que nous nous battions pour l'égalité salariale, pour le statut des familles monoparentales, contre les discriminations à l'embauche et au travail. C'est cela qui est attendu de nous aussi. Et je pense qu'il y a des femmes qui... c'est pas qu'elles sont antiféministes, mais qu'elles se sentent pas représentées par les féministes, parce que, en fait, nous ne parlons pas de ce qu'est le quotidien de leurs difficultés de vie. Et la difficulté de vie des femmes, pour le plus grand nombre, c'est la précarité spécifique des femmes, le fait qu'elles ont une plus faible retraite que les hommes. De tout cela, il faut que les féministes se réemparent, parce que si nous ne faisons pas, d'autres le feront à notre place. Et ceux-là n'emmèneront pas les femmes là où elles veulent aller. Alors les hommes, parlons un peu des hommes, vous venez de les citer. Est-ce que ce féminisme du corps a créé cette victimisation dont on parle beaucoup des hommes aujourd'hui? Vous en pensez quoi, vous, d'abord, de cette féminisation, de cette crise de la masculinité? C'est une grille de lecture simplificatrice ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans nos sociétés, souffrent de solitude, d'isolement, de difficultés à nouer des relations. Je vois beaucoup de jeunes filles aussi qui ont du mal à s'installer avec des garçons qui reviennent, qui tentent des expériences et qui disent en fait, il comprend pas ce que je vis. Donc il y a de la souffrance chez tous les êtres humains. À la différence, c'est que une partie de ces garçons qui souffrent en font une question politique. En fait, les mouvements masculinistes, c'est la politisation de la souffrance. Et c'est surtout la désignation des féministes comme étant les responsables de cette souffrance. Or, la responsabilité de cette souffrance, si on en écoute des hommes qui sont engagés sur le plan féministe, l'autre jour on a reçu Bruno Solo, qui était là avec d'autres. Thomas Piette. Voilà, ce que disent ces hommes, c'est qu'il y a beaucoup à gagner pour un homme à être féministe. Donc il y a tout un travail à faire pour que les hommes s'adaptent au fait que les filles ont changé. Voilà, c'est pas leur mère ni leur grand-mère, les jeunes femmes d'aujourd'hui. Mais elles ne sont pas coupables du fait qu'ils souffrent. Parce que les femmes ne rendent pas les hommes coupables du fait qu'elles sont seules ou isolées. Et vous évoquiez tout à l'heure les chiffres importants de ces jeunes femmes qui se disent féministes. C'est très bien. Je trouve ça très, très encourageant. Et elles ont une lourde charge, c'est de convaincre les garçons de leur génération de ce que ça signifie pour eux aussi qu'elles soient féministes. Mais vous, en tant que femme politique, comment vous pensez que l'on peut engager ces hommes et ces jeunes hommes sans basculer dans une logique de culpabilité collective et sans éluder cette responsabilité d'un modèle encore très largement dominant? Comment est-ce qu'on fait pour les emmener dans une nouvelle vision du partage de notre société? En fait, j'avais été frappée après MeToo, quand vraiment la parole s'est libérée et que dans les journaux, dans les médias, les femmes racontaient ce que c'était qu'être une femme et l'exposition constante aux agressions sexuelles, aux violences sexuelles, au sexisme.
Et je beaucoup de me dire, waouh, c'est ça être une femme. Je pensais pas que c'était à ce point-là. J'étais absolument convaincue que ça pouvait nous arriver, mais que c'était vraiment une exception dans notre vie. Et ils ont découvert que le sexisme, c'était au quotidien. Donc, il y a de la pédagogie à faire. Faut expliquer ce que signifie être une femme dans une société patriarcale. Et puis, il faut expliquer aussi aux hommes que, oui, il y a des privilèges qui vont disparaître. Parce que le patriarcat, les hommes ont beaucoup de privilèges. Hein. Ils ont des privilèges économiques, ils sont mieux payés que nous. Ils ont des privilèges sexuels, ils ont qu'à se servir ou demander. Ils ont des privilèges matériels. Beaucoup d'entre eux sont encore bien servis par les femmes à la maison. Ils ont beaucoup de privilèges. Et donc, ces privilèges, ils vont forcément les perdre. Mais il y a beaucoup à gagner à vivre dans une société égalitaire. La même chose d'un certain point de vue que ce qu'on a gagné en passant de la monarchie à la République. Voilà, il y a eu des pertes de privilèges, mais nous avons collectivement gagné. Et puis les hommes féministes vous racontent le bonheur. Il faut qu'ils parlent. Voilà, parce que visiblement leur parole est perçue comme étant plus objective que la nôtre. Et puis voilà, il faut un peu d'attention pour les autres. Et en fait, non, c'est pas tous les hommes ne sont pas des agresseurs sexuels, mais il faut qu'ils aient tous conscience que les agresseurs sexuels sont quand même tous des hommes. Oui, ça c'est 90%. Merci Laurence Rossignol, merci pour ce partage. L'égalité est un projet avec. En ce qui me concerne, je suis convaincue qu'un changement profond doit s'opérer dans notre manière d'éduquer, de débattre, d'exercer le pouvoir, de penser la place des femmes et celle des hommes. Ensemble, nous n'avons pas seulement des droits à défendre, nous avons à réinventer un cadre commun et c'est peut-être là que commence réellement la force de l'engagement. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche sur Sud Radio à 15h. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur sudradio.fr, sur toutes les plateformes. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et bon 8 mars. C'était la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.